Ma famille m'a interdit de venir pour ne pas mettre les gens mal à l'aise. Je m'appelle Manon Delacroix, j'ai 29 ans. Il y a 3 jours, ma famille m'a appelé pour me dire de ne pas venir au réveillon du Nouvel An. Tu vas juste mettre tout le monde mal à l'aise, a dit ma mère, sa voix douce et définitive, comme si elle déclinait une proposition commerciale. J'ai donc passé le 31 décembre seul dans mon studio du 11e arrondissement à Paris, à regarder des inconnus faire la fête par ma fenêtre, pendant que ma famille portait des toasts au champagne dans leur hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine, sans moi. À minuit et 1 minute exactement, mon téléphone a sonné. C'était mon frère, Raphaël. Sa voix tremblait. Manon, qu'est-ce que tu as fait? Papa vient de voir les infos et il n'arrive plus à respirer correctement. Maman est en train de hurler. Bon sang, qu'est-ce que tu as fait? Elle. Et nouvelle dont il parlait concernait mon entreprise, Neurotech, qui venait d'entrer en bourse à minuit avec une valorisation de 2,1 milliards d'euros, faisant de moi l'une des plus jeunes femmes milliardaires de la tech en France. Mais l'argent n'était pas le choc. C'était ce que j'avais révélé dans l'interview de Forbes France qui a été mise en ligne au même moment. 3 ans de brevets et d'enregistrements prouvant que mon frère avait essayé de voler mon travail. Laissez-moi vous ramener 3 ans en arrière, quand tout a commencé. La famille Delacroix n'était pas seulement riche. Nous étions une vieille fortune traditionnelle de Neuilly-sur-Seine, le genre qui venait avec une entreprise de dispositifs médicaux vieille de 40 ans, un hôtel particulier avec de vraies colonnes, et l'attente que vous sachiez quelle fourchette utiliser lors des galas de charité avant même d'avoir 10 ans. Mon frère Raphaël avait été préparé pour tout cela. De 5 ans mon aîné, charmant sans effort, le genre de personne qui pouvait entrer dans une pièce et donner à chacun l'impression de compter. Il portait des costumes Dior comme s'il s'agissait de jeans. Il jouait au golf avec des investisseurs à Saint-Cloud. Il était tout ce que nos parents voulaient comme héritier. J'étais différente. J'aimais le code plus que les cocktails mondains. J'ai intégré l'école polytechnique pour étudier l'informatique. Et pendant que mes parents souriaient pour les photos d'admission, j'ai entendu ma mère dire à une amie, c'est une phase. Ça lui passera et elle fera quelque chose de plus pratique. Quand j'ai obtenu mon diplôme, major de ma promotion avec une spécialisation en diagnostic médicaux assisté par IA, ma famille n'est pas venue à la cérémonie. Ils étaient au tournoi de golf de Raphaël. Un événement caritatif, a expliqué ma mère. Raphaël a besoin de nous pour son réseau, chérie. Tu comprends? Je comprenais. J'ai compris quand j'ai emménagé dans un minuscule studio près de Bastille avec 2 colocataires, tandis que Raphaël obtenait le Penthouse avenue Foch. J'ai compris quand les dîners de famille sont devenus des séances de stratégie où ils discutaient des rapports trimestriels des industries Delacroix et où je restais assise tranquillement, poussant ma nourriture dans une assiette en porcelaine de Limoges. J'ai compris quand mon père présentait Raphaël aux partenaires commerciaux comme l'avenir de cette entreprise et me présentait comme notre fille qui fait de l'informatique. Mais voici ce que j'ai appris très tôt. Dans ma famille, l'intelligence avait moins de valeur que le charme. L'innovation avait moins de valeur que la tradition, et j'avais moins de valeur que Raphaël. Je ne savais simplement pas à quel point, jusqu'à il y a 3 ans. En mars 2022, je travaillais sur quelque chose de grand. Pas juste intéressant pour la recherche, mais révolutionnaire. Mes 2 cofondateurs de Polytechnique et moi avions développé un algorithme capable d'analyser les données d'imagerie médicale plus rapidement et plus précisément que n'importe quel système existant. Une détection précoce pour des maladies qui tuaient généralement les gens avant même que les médecins sachent quoi chercher. Nous l'appelions un fil neural parce qu'il reliait les réseaux de neurones d'une manière inédite. Nous étions à quelques mois des tests bêta. Des réunions avec des investisseurs étaient prévues. Tout se mettait en place. Puis ma mère a appelé. Manon, nous devons parler de Raphaël. Sa voix avait ce tranchant, celui qui signifiait que ce n'était pas une demande. Les industries Delacroix traversent un trimestre difficile. Ton frère est sous une pression énorme. Tu es sa famille, tu dois l'aider. J'ai expliqué que j'étais au milieu d'un développement critique. Que ma start-up était à un stade fragile. Start-up? Elle a prononcé le mot comme s'il avait mauvais goût. Manon, les start-up sont pour les gens qui n'ont rien à perdre. Tu as un héritage. Tu as une entreprise familiale qui existe depuis 40 ans. Raphaël a besoin de soutien, et tu restes assise dans ce petit appartement à jouer avec des ordinateurs. L'implication était claire. Mon travail était un passe-temps.
Celui de Raphaël était réel. Mais j'avais appris quelque chose à Polytechnique que ma mère n'a jamais compris, protégez votre propriété intellectuelle avant que quelqu'un d'autre ne la revendique. Donc, avant d'accepter quoi que ce soit, j'ai rencontré Maître Étienne Dubois, un avocat spécialisé dans la protection de l'API pour les startups technologiques. Nous nous sommes assis dans un café près de Saint-Michel, mon ordinateur portable ouvert entre nous, et il m'a guidé à travers la paperasse. Si quelqu'un essaie de revendiquer votre travail, a dit Étienne en faisant glisser la demande de brevet sur la table, nous aurons une trace écrite que même les meilleurs avocats ne pourront pas briser. J'ai déposé le brevet à l'INPI le 15 mars 2022. Chaque ligne de code, chaque itération d'algorithme, horodatée est légalement mienne. Je ne prévoyais pas de l'utiliser contre eux. Je voulais juste une assurance. J'ai accepté de faire du consulting pour Raphaël. Obligation familiale, appelait ça ma mère. J'ai conduit jusqu'au siège des Industries de la Croix à la Défense, un immeuble de verre avec notre nom de famille en lettres d'acier brossées au-dessus de l'entrée. Le bureau de Raphaël était au dernier étage, vue panoramique, mur couvert de prises encadrées et d'une photo en noir et blanc de notre grand-père. Manon. Il m'a serré dans ses bras comme si nous étions proches. Nous ne l'étions pas. Merci d'être venu. Ça signifie beaucoup. J'ai expliqué quelques concepts de base sur l'intégration de l'IA dans les dispositifs de diagnostic. Pas l'algorithme central. Je n'étais pas stupide, mais assez pour lui montrer le potentiel. Il prenait des notes sur un bloc-notes jaune, hochant la tête avec enthousiasme. C'est exactement ce dont nous avons besoin, a-t-il dit. Les investisseurs vont adorer ça. 2 semaines plus tard, il m'a invité à une réunion de présentation avec une société de capital risque parisienne. Je me suis assise au fond de la salle de conférence, table en noyer, chaise en cuir, baies vitrées donnant sur l'arche de la Défense, pendant que Raphaël présentait mes idées, ma recherche, mon cadre de travail. Les Industries de la Croix sont pionnières dans l'intégration de l'intelligence artificielle dans la fabrication de dispositifs médicaux, a-t-il déclaré en faisant défiler des diapositives que je n'avais jamais vues auparavant. Nous sommes positionnés pour révolutionner le diagnostic précoce. L'un des investisseurs m'a jeté un coup d'œil. Et vous êtes ? Raphaël n'a pas manqué un battement. C'est ma sœur Manon. Elle a aidé avec un peu de recherche technique. Aidé, comme si j'étais son assistante. Après la réunion, Raphaël m'a tendu un document. Juste un accord de confidentialité standard, a-t-il dit. Pour protéger l'entreprise familiale. Tu comprends ? Je l'ai lu. Accord de non-divulgation couvrant toutes les informations propriétaires liées aux Industries de la Croix. C'est pour me protéger aussi, n'est-ce pas, ai-je demandé. Bien sûr, a-t-il souri. Nous sommes une famille, Manon. Nous nous protégeons les uns les autres. Je l'ai signé. Parce que je croyais encore que la famille signifiait quelque chose. Novembre 2023. Le dîner d'automne chez mes parents ressemblait à une page de magazine. Longue table dressée avec la porcelaine de Limoges de ma grand-mère, verre à vin en cristal captant la lumière du lustre, arrangement de roses blanches et d'eucalyptus au centre. 12 invités, partenaires commerciaux, amis de la famille, un couple qui venait de financer une aile de l'hôpital américain. Ma mère m'a placé au bout de la table à côté de la femme du partenaire de golf de mon père, qui a passé toute l'entrée à parler de son instructeur de pilates. Quand le plat principal est arrivé, une dinde servie sur un plateau d'argent, ma mère s'est levée pour faire les présentations. La plupart d'entre vous connaissent mon fils Raphaël, rayonna TL. PDG des Industries de la Croix. Nous sommes si fiers de ce qu'il construit. Il vient de conclure un partenariat avec un grand réseau hospitalier. Applaudissements. Raphaël a levé son verre de vin. Sourire un blanc place. Et voici notre fille, Manon. La voix de ma mère a changé. Toujours plaisante mais plus froide. Manon travaille dans la technologie. Elle est très brillante, mais elle n'est pas très sociable. Quelques sourires polis. L'un des invités, un homme aux cheveux argentés en blazer sur mesure, s'est penché en avant. La technologie ? Quel genre ? J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais Raphaël est intervenu. Manon cherche encore sa voix, a-t-il dit en riant légèrement. Elle est très introvertie, brillante avec les ordinateurs, mais vous savez. Il a fait un geste vague. Pas très doué avec les gens. La table a ri, un rire poli et dédaigneux.
J'ai senti mon visage brûler. J'ai fixé mon assiette, la dinde parfaitement découpée que je ne pouvais soudainement plus avaler. Après le dîner, ma mère m'a tiré dans la cuisine. Manon, je sais que tu ne le fais pas exprès, mais tu mets les gens mal à l'aise. Tu as à peine dit un mot là-dedans. Pourrais-tu essayer d'être plus chaleureuse? Je n'en ai pas eu l'occasion. Chérie, je ne critique pas. J'aide. Les gens aiment la chaleur. Ils aiment l'énergie. Tu es si. Elle a soupiré. Lourdement. Je suis parti avant le dessert. En juin 2024, Raphaël m'a appelé dans son bureau. Réunion d'urgence, a-t-il dit. J'ai conduit jusqu'à la Défense un mardi matin. Son assistante m'a fait signe d'entrer. Elle m'avait vu assez souvent pour me reconnaître maintenant. Raphaël se tenait à la fenêtre, les mains dans les poches, regardant dehors. Il s'est tourné quand je suis entré, et son expression était différente. Tendu. Nous avons besoin de l'algorithme complet, Manon. J'ai cligné des yeux. Quoi? L'outil de diagnostic IA. Celui sur lequel tu travailles. Nous en avons besoin pour les industries de la croix. Les investisseurs reculent et nous avons besoin d'une percée. Cela pourrait sauver l'entreprise. Raphaël, ce n'est pas le travail des industries de la croix. C'est ma start-up. Ta start-up? Elle a ri, mais il n'y avait pas d'humour. Manon, tu as fait du consulting pour nous. Tu as signé un NDA. Tout ce sur quoi tu as travaillé en relation avec notre entreprise appartient à l'entreprise. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les NDA. Ne me dis pas comment ils fonctionnent. Sa voix s'est durcie. J'essaie de sauver l'héritage de notre famille. Tu ne te soucies pas de ça. Avant que je puisse répondre, la porte s'est ouverte. Ma mère est entrée, ses talons claquant sur le parquet. Elle devait attendre. Manon. Elle s'est assise dans l'un des fauteuils en cuir de Raphaël, a croisé les jambes. Ton frère a raison. Tu as signé un accord. Tu as une obligation légale. Le NDA couvre les informations propriétaires des industries de la croix, ai-je dit lentement. Il ne couvre pas mes projets personnels. Des projets personnels que tu as développés tout en nous consultant, a rétorqué Raphaël. C'est un conflit d'intérêts. L'expression de ma mère était glaciale. Manon, n'en fais pas une affaire juridique. La famille ne poursuit pas la famille. Donne l'algorithme à Raphaël et nous pourrons tous avancer. J'ai regardé tour à tour mon frère et ma mère, tous deux me fixant comme si j'étais le problème. Non, ai-je dit. Le visage de Raphaël a rougi. Attention, Manon. Tu ne veux pas que ça devienne laid. Je suis parti, mais pas avant d'avoir appuyé sur le bouton mémo vocal de mon téléphone dans ma poche. La jurisprudence récente en France permettait parfois d'utiliser des enregistrements clandestins s'ils étaient indispensables à l'exercice des droits de la défense. Je prenais mes précautions. Après cette réunion, j'ai cessé d'être invité au dîner de famille. Ce n'était pas dramatique. Personne n'a appelé pour me désinviter. Les emails hebdomadaires de l'assistante de ma mère et dîner ce dimanche, 18h ont juste cessé d'arriver. J'ai vu l'Instagram de Raphaël à la place. Des photos de réunions de famille où je n'étais pas. Super soirée en famille, disait la légende, montrant mes parents, Raphaël et sa petite amie, même des cousins éloignés que je connaissais à peine. Je n'étais sur aucune d'elles. Mes amis de Polytechnique l'ont remarqué. Tout va bien avec ta famille, m'a demandé mon ancienne colocataire autour d'un café. Tu ne les as pas mentionnés depuis des mois. Que étais-je censé dire? Que j'avais été effacé? Que j'étais puni pour avoir refusé de céder 3 ans de mon travail? J'ai essayé d'appeler mon père une fois. Il a décroché à la 4e sonnerie, l'air distrait. Papa, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne suis pas invité à Manon, a-t-il soupiré. Ta mère et Raphaël sont très stressés en ce moment. L'entreprise est en difficulté. C'est peut-être mieux si tu laisses un peu d'espace à tout le monde. De l'espace par rapport à quoi? Je n'ai rien fait. Tu as refusé d'aider ton frère après tout ce que cette famille t'a donné. Tout ce que cette famille m'a donné. J'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. Vous n'êtes pas venu à ma remise de diplôme à Polytechnique. Vous n'avez pas demandé une seule fois des nouvelles de mon travail en 5 ans.
Qu'est-ce que vous m'avez donné exactement? Silence. Puis, je pense que tu devrais t'excuser auprès de ta mère et de Raphaël. Quand tu seras prête à faire partie de cette famille à nouveau, fais-le nous savoir. Il a raccroché. Je suis restée assise dans ma voiture devant le campus de Polytechnique, regardant les étudiants passer avec leur sac à dos, et j'ai réalisé quelque chose. J'avais été effacé. Pas par des étrangers, pas par des ennemis, mais par les gens qui étaient censés m'aimer. Le 20 décembre 2024, ma mère a appelé. J'ai failli ne pas décrocher. Manon. Pas de salutation. Je voulais te faire savoir que Noël cette année sera réservé à la famille uniquement. J'ai attendu. L'implication a mis du temps à s'imprégner. Tu me demandes de ne pas venir. Je suggère qu'il vaudrait peut-être mieux pour tout le monde que tu ne viennes pas. Raphaël amène des clients très importants. C'est une période cruciale pour l'entreprise et nous avons besoin que l'atmosphère soit positive. Et je ne suis pas positive. Tu es en colère, Manon. Nous pouvons tous le sentir. Tu mets les gens mal à l'aise. Ton énergie est. Mon énergie? J'ai ri, un rire bref et amer. Maman, je ne t'ai pas vu depuis 6 mois. Comment saurais-tu quelle est mon énergie? J'essaie de te protéger, a-t-elle dit. Et elle avait presque l'air d'y croire. Tu seras malheureuse ici. Tu détestes ces rassemblements de toute façon. N'est-il pas mieux de simplement passer ton tour cette année? Tu me désinvites de Noël. Je te donne une porte de sortie. Sa voix s'est durcie. Prends-la avec grâce, Manon. J'ai raccroché. Je me suis assise dans mon studio de 45 mètres carrés, à Paris, et j'ai regardé le petit sapin de Noël artificiel que j'avais acheté au supermarché. J'ai regardé les lumières accrochées à ma fenêtre, l'espace vide où la famille était censée être. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable. Il y avait un email en attente de Forbes France. Objet, demande d'article pour l'introduction en bourse. Mademoiselle Delacroix, nous comprenons que Neurotech prépare son entrée en bourse pour le 4e trimestre 2024. Nous aimerions vous présenter dans notre série 31h30 des innovateurs technologiques et couvrir l'annonce de l'introduction en bourse de votre entreprise. Nous sommes particulièrement intéressés par votre parcours en tant que femme fondatrice dans l'IA. Seriez-vous disponible pour une interview? Je l'ai lu 3 fois, puis j'ai appuyé sur répondre. Oui, et j'ai une histoire que vous allez vouloir entendre. Le 28 décembre, ma mère a rappelé. Manon, à propos du réveillon du Nouvel An. Raphaël reçoit à la maison. Des investisseurs, des partenaires potentiels, des gens importants de la PHP. C'est essentiellement un événement professionnel. D'accord. Donc, je voulais m'assurer que nous soyons clairs. Ce n'est pas une fête de famille. C'est professionnel. Tu comprends ce que je dis? Tu ne veux pas que je sois là. Je ne veux personne qui va créer des tensions. Raphaël est sous une pression énorme. Toute sa carrière dépend de ses relations. Si tu venais. Et quoi? Que tu dises quelque chose? Que tu dises la vérité? Elle est restée silencieuse un moment. Quand elle a parlé à nouveau, sa voix était froide. Ne viens pas, Manon. Pour le bien de tous, reste loin. Ne t'inquiète pas, ai-je dit. Je le ferai. J'ai raccroché. Je me suis tenu dans ma cuisine, minuscule, à peine de la place pour une personne, et j'ai regardé mon calendrier. 31 décembre, vide. Pas de plan, pas d'invitation, pas de famille. J'ai pensé à appeler des amis, mais ils avaient tous des plans. Fêtes, dîners, voyages, des gens normaux faisant des choses normales avec des gens qui voulaient d'eux. J'ai ouvert mon ordinateur portable à la place. L'interview de Forbes était programmée pour être mise en ligne à minuit le 1er janvier 2025. La journaliste avait passé 3 semaines à tout vérifier. Documents de brevet, chaîne de mai, l'enregistrement du bureau de Raphaël, le témoignage du docteur Valérie Moreau, mon ancienne professeure à Polytechnique qui m'avait vu développer l'algorithme à partir de zéro. Maître Étienne Dubois, mon avocat, avait revu chaque mot. Vous êtes légalement protégé, avait-il dit. Le NDA ne couvre pas votre pays personnel. Tout ce que vous révélez est documenté et vrai. Ils ne peuvent pas vous toucher. L'article était prêt. Les Échos avaient un article complémentaire prêt à être publié à minuit 1.
L'annonce de l'introduction en bourse de mon entreprise était en file d'attente. Tout ce que j'avais à faire était de laisser faire. J'ai regardé l'horloge. 28 décembre, 21h47. 3 jours avant la fête parfaite du nouvel an de ma famille. 3 jours avant que la vérité ne soit rendue publique. J'ai dit un mot à haute voix dans mon appartement vide. Bien. 31 décembre 2024, 23h. J'étais assise sur mon canapé dans le noir, mon ordinateur portable ouvert, Instagram affiché sur mon téléphone. La story de Raphaël, une vidéo de la fête. L'hôtel particulier illuminé comme un palais. Des lumières blanches enroulées autour de chaque colonne. Un quatuor à cordes jouant dans le hall. Des gens en tenue de soirée tenant des flûtes de champagne, riant. Ma mère dans une robe Armani noire tenant la cour. Mon père en smoking, serrant la main d'homme portant des montres coûteuses. Raphaël au centre de tout cela, confiant et charmant, trinquant avec quelqu'un que je reconnaissais des pages économiques. Un directeur d'hôpital peut-être, ou un investisseur majeur. Personne n'a remarqué que je n'étais pas là. Personne n'a demandé. Je regardais des inconnus par ma fenêtre tirer des feux d'artifice dans le parc en face de la rue. Des couples s'embrassant, des groupes d'amis faisant le décompte ensemble. J'étais seul, pas seulement physiquement, existentiellement. J'ai actualisé mes emails. L'article de Forbes était prêt. Heure de publication, minuit, heure de Paris. Dans 6 minutes. J'ai ouvert le brouillon une fois de plus. Faisant défiler les sections, Neurotech entre en bourse avec une valorisation de 2,1 milliards d'euros. La fondatrice révèle une trahison familiale. Des preuves par email montrent que le frère a tenté de voler l'API. Il y avait des captures d'écran, des eurodatages, la transcription de l'enregistrement de juin vérifié. Docteur Moreau, je peux confirmer que Manon Delacroix a développé cet algorithme indépendamment durant ses travaux de fin d'études et ses recherches privées ultérieures. Toute affirmation contraire est factuellement fausse. L'analyse juridique de Maître Dubois, le NDA signé par Mademoiselle Delacroix ne concerne que les informations propriétaires existantes des industries Delacroix. Il ne s'étend pas et ne peut pas s'étendre à son travail indépendant. Mon curseur planait sur l'onglet du navigateur. À la télé, le compte à rebours a commencé. 10. 9. 8. J'ai regardé mon téléphone. La story Instagram de Raphaël s'est mise à jour. Tout le monde levant son verre. 3. 2. 1. Les feux d'artifice ont explosé devant ma fenêtre. J'ai actualisé la page de Forbes. L'article était en ligne. 23h59. J'ai compté les secondes. La page d'accueil de Forbes s'est rafraîchie. Mon visage est apparu à l'écran. Photo professionnelle, expression sérieuse. Titre en gras, Neurotech entre en bourse à 2,1 milliards d'euros. La fondatrice révèle une trahison familiale. En dessous, la notification des Échos a frappé mon téléphone, une diplômée de l'X devient la plus jeune femme milliardaire de l'IA et accuse son frère de vol de propriété intellectuelle. Twitter a explosé. Je regardais les notifications s'empiler. Le hashtag Neurotech commençait à être tendance. La télé montrait la foule sur les Champs-Élysées, les confettis tombant, les gens s'embrassant et pleurant de joie. Mon téléphone est resté silencieux pendant exactement 60 secondes. Puis ça a commencé. Des SMS affluents. Des numéros que je ne reconnaissais pas. Des journalistes, d'anciens collègues, des gens de Polytechnique à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Ma boîte de réception a planté puis récupéré. Email après email se chargeant. La journaliste de Forbes, c'est en ligne. Préparez-vous. Maître Dubois, vous êtes légalement couverte. Ne répondez à personne sans me parler d'abord. Docteur Moreau, Manon, je suis si fier de toi. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Je suis restée assise dans le silence de mon appartement, mes mains tremblantes, et j'ai pensé à ma famille à 20 minutes de là. J'ai pensé au moment où quelqu'un à cette fête vérifierait son téléphone, verrait le titre, interromprait le champagne et les rires pour dire. Mon téléphone a sonné. Raphaël. Minuit et 1 minute. J'ai fixé l'écran, le regardant vibrer contre la table basse. Puis j'ai décroché. Allô, Raphaël. Manon. Sa voix tremblait.
Derrière lui, je pouvais entendre le chaos, des voix élevées, quelqu'un pleurait, le tintement du verre. Qu'est-ce que tu as fait? Papa vient de voir les infos et il n'arrive plus à respirer correctement. Maman est en train de hurler. Bon sang, qu'est-ce que tu as fait? J'ai gardé ma voix égale, calme. J'ai rendu l'affaire publique, Raphaël. Mon entreprise, mon travail. Ton entreprise. Il criait maintenant. Tu as signé un NDA. Tu ne peux pas juste. C'est de la diffamation. C'est. Maman. Je lui parle. Sa voix s'est éloignée du téléphone, puis est revenue. Tu as mis nos conversations privées dans Forbes. Tu nous as enregistrées. J'ai documenté la vérité. La vérité? Il a ri, sauvage et amer. Tu as publié des emails hors contexte. Tu as fait croire que je t'avais volé alors que tout ce que j'ai fait, c'était d'essayer d'aider l'entreprise familiale. Raphaël. J'ai fermé les yeux. Le brevet a été déposé 4 mois avant ton premier pitch aux investisseurs. Les eurodatages ne mentent pas assez. Ce sont des coïncidences. Les gens travaillent sur des idées similaires tout le temps. Pas avec des structures identiques. Pas avec la terminologie exacte que j'ai utilisée dans mes notes de recherche. Derrière lui, j'ai entendu la voix de ma mère. Perçante. C'est elle? Donne-moi le téléphone. Tu nous as détruits, a dit Raphaël. Sa voix s'est brisée. Les investisseurs appellent déjà. Ils se retirent. Le conseil d'administration est. Tu comprends ce que tu as fait? Tu as tué cette entreprise. Tu as tué notre famille. Non, Raphaël. Tu as fait ça quand tu as essayé de m'effacer. Je n'ai jamais. Tu m'as appelé ton assistante. Tu as dit aux investisseurs que j'aidais sur une recherche que j'ai créée. Tu as exigé que je te donne mon algorithme et tu m'as menacé quand j'ai refusé. Ce n'est pas de l'aide. C'est du vol. Le NDA. Le NDA ne couvre pas ma PI personnelle. Demande à tes avocats, ou mieux encore, lis l'article de Forbes. Maître Dubois l'a expliqué très clairement. Silence. Puis un clic. Il avait raccroché. Mon téléphone a immédiatement sonné à nouveau. Ma mère. J'ai répondu. Mais avant de vous raconter cette conversation, j'ai besoin que vous compreniez comment j'en suis arrivé là. 6 mois plus tôt, juillet 2024, j'étais assise dans un café près de Polytechnique avec le docteur Valérie Moreau, mon ancienne professeure et directrice de thèse. Valérie était dans la cinquantaine, le regard perçant et direct, le genre de professeur qui ne perdait pas de temps en politesse. Elle avait gagné des prix pour ses travaux sur l'architecture des réseaux de neurones. Quand elle a demandé à me voir, je suis venu. Ton algorithme est exceptionnel, Manon, a-t-elle dit en remuant son café. J'ai revu les documents que tu as envoyés. C'est publiable, ça peut définir une carrière. Pourquoi est-ce que tu gardes ça pour toi? Je lui ai tout raconté. La pression familiale, le NDA, les exigences de Raphaël, l'effacement lent de la vie familiale. Elle a écouté sans interrompre. Quand j'ai fini, elle a posé sa tasse. Un NDA ne peut pas voler ta propriété intellectuelle si tu ne la leur as jamais donnée, a-t-elle dit. Tu as déposé le brevet à ton nom, correct? Oui, mars 2022. Avant même que Raphaël ne demande. Alors tu es protégé. Mais Manon, tu as besoin de documentation. Email, enregistrement, tout ce qui établit la chronologie et la propriété. Si cela s'intensifie, tu as besoin de preuves qui parlent d'elles-mêmes. Je les ai-je dit doucement. Je garde des traces depuis le début. Bien. Elle s'est penchée en avant. Mais voici ce que j'ai besoin que tu comprennes. Le silence protège les abuseurs. Tu penses que tu maintiens la paix. Ce n'est pas le cas. Tu les laisses écrire l'histoire. Mais si je parle. Si tu parles, tu feras face à des conséquences. Absolument. Ta famille sera en colère. Certaines personnes ne comprendront pas. Mais tu auras ton intégrité. Tu auras ton travail. Et tu montreras à chaque jeune femme dans les sciences qu'elles n'ont pas à disparaître pour mettre les autres à l'aise. Elle a sorti son ordinateur portable. Je suis prête à témoigner officiellement. Si tu décides de raconter ton histoire,
je vérifierai chaque pièce de ta recherche. Je témoignerai de la chronologie, de l'originalité, de tout. Tu fais ça, Manon. La documentation te protège, mais les témoins rendent la chose indéniable. Je suis parti de cette réunion avec une décision à moitié prise et un enregistreur plein de vérité. Septembre 2024, Silicon Valley, mais via une réunion Zoom depuis Paris avec un fonds de la baie de San Francisco. Mes deux cofondateurs et moi étions en face d'une société de capital risque spécialisée dans la tech santé. Le partenaire, mi-quarantaine, MBA de Stanford, costume impeccable. La technologie neurale est solide. Vos premiers essais sont impressionnants. Nous sommes prêts à soutenir votre introduction en bourse. Quel est votre calendrier? J'ai jeté un coup d'œil à mes cofondateurs. Nous en avions discuté. 4e trimestre 2024, ai-je dit. Idéalement autour du Nouvel An. Nouvel An? Il a froncé les sourcils. C'est peu conventionnel. Les marchés sont lents pendant les fêtes. Pourquoi ne pas attendre février ou mars quand les investisseurs institutionnels sont de retour? J'ai choisi mes mots avec soin. Il y a un jalon personnel avec lequel je voudrais que l'annonce coïncide. Une déclaration que je dois faire. Une déclaration? Il avait l'air intrigué. Vous voulez élaborer? Problèmes familiaux, ai-je dit. Litige de propriété intellectuelle. Je veux que l'IPO devienne public à un moment précis où la vérité doit être dite. Mon cofondateur m'a touché le bras. Avertissement. Prudence. Mais j'ai continué, je veux inclure une déclaration personnelle dans l'annonce de l'IPO sur les origines de cette technologie, les défis auxquels j'ai fait face pour la protéger, et pourquoi la vérification indépendante de la propriété compte dans l'industrie tech. La pièce virtuelle est devenue silencieuse. Le partenaire a échangé des regards avec ses collègues. C'est très inhabituel. Les annonces d'IPO sont généralement concentrées sur les finances et les projections de croissance. Je comprends, mais si nous valorisons cette entreprise à près de 2 milliards d'euros, le public mérite de connaître toute l'histoire, y compris les tentatives de vol. Vol? Maintenant, il s'est redressé. Vous alléguez un vol de pays. Je le documente. J'ai des brevets, des emails, des enregistrements, des témoins experts, tout vérifié par un conseiller juridique. Si quelqu'un conteste ma propriété, je peux prouver définitivement que ce travail est le mien. Il m'a étudié un long moment. Donnez-moi la documentation, a-t-il dit finalement. Si c'est aussi béton que vous le dites, nous structurerons l'annonce comme vous le voulez. Nous avons serré la main virtuellement. Je construisais une bombe. J'avais juste besoin du bon moment pour la faire exploser. Novembre 2024, interview Zoom avec Forbes. La journaliste était professionnelle, la trentaine, avec une réputation pour ses reportages tech percutants. Elle avait passé 2 semaines à vérifier les faits avant même que nous ne parlions. Manon, votre entreprise est sur le point d'entrer en bourse avec une valorisation qui fera de vous l'une des plus jeunes femmes milliardaires de la tech, mais vous avez indiqué vouloir discuter de quelque chose au-delà de la success story. Pouvez-vous élaborer? J'ai pris une inspiration. Il y a 3 ans, mon frère, qui est PDG des Industries de la Croix, une entreprise de dispositifs médicaux, a tenté de revendiquer mon algorithme comme propriété intellectuelle de son entreprise. J'ai de la documentation prouvant que j'ai développé cette technologie indépendamment, déposé des brevets en mon propre nom, et que j'ai ensuite subi des pressions pour la céder. Quand j'ai refusé, j'ai été effectivement effacé de ma famille. Ce sont des allégations sérieuses. Elle n'était pas sceptique. Elle était prudente. Quelle preuve avez-vous? J'ai partagé mon écran. Dépôt de brevet de mars 2022. Chaîne de mai de Raphaël demandant une collaboration, puis exigeant l'algorithme, puis menaçant de poursuites judiciaires. Le NDA que j'avais signé et l'analyse juridique de Maître Dubois montrant qu'il ne couvrait pas mon travail personnel. L'enregistrement de juin 2024. La déclaration écrite du Dr Moreau. La journaliste était silencieuse, faisant défiler les documents. Nous devrons vérifier tout cela, a-t-elle dit finalement. Authentification indépendante, revue juridique, témoignage d'experts. J'ai déjà tout arrangé. Maître Dubois fournira l'analyse juridique. Dr Moreau confirmera la chronologie de la recherche. Mes cofondateurs peuvent témoigner du processus de développement. Et vous êtes prête pour les retombées? Ce sera public.
votre famille répondra. Ça pourrait devenir laid. J'ai pensé à Noël, au fait d'être des invités, d'être assise seule pendant qu'ils célébraient sans moi. Je ne cherche pas la vengeance, ai-je dit doucement. Je cherche la reconnaissance de mon travail, pour chaque femme dont la famille a essayé de l'effacer. J'ai été réduite au silence assez longtemps. Elle a hoché la tête lentement. Quand voulez-vous que ce soit publié? 1er janvier 2025, minuit. Au même moment où mon hypo devient public. C'est audacieux. C'est nécessaire. Elle a fermé son carnet. Si tout concorde, nous le publierons. Mais Manon, soyez prête. Une fois que c'est sorti, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Je sais, ai-je dit. C'est le but. C'est la partie où tout bascule. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous faites partie de ce voyage. Laissez un biceps plié dans les commentaires si vous avez déjà dû défendre votre propre vérité, même quand ça faisait mal. Et n'oubliez pas de vous abonner, parce que la prochaine partie est celle où la vraie confrontation a lieu. Laissez-moi vous ramener au réveillon du Nouvel An. Ma mère appelait. J'ai répondu. Allô, maman. Manon. Sa voix était de la glace, une fureur contrôlée. Ce que tu as fait est impardonnable. J'ai documenté la vérité. Tu as humilié cette famille devant le monde entier. Tu comprends ce que tu as fait? Les investisseurs de Raphaël appellent. Ils retirent leurs fonds. Le conseil d'administration exige des réunions d'urgence. Ton père est. Il ne peut même pas parler pour l'instant. Ce n'est pas ma responsabilité. Pas ta responsabilité? Sa voix s'est brisée juste un peu. Tu as détruit la réputation de ton frère. Tu nous as fait passer pour des monstres. Tu as violé le NDA. Non, maman. Je ne l'ai pas fait. Le NDA couvre les informations propriétaires des industries de la Croix. Il ne couvre pas mon travail personnel. Maître Dubois s'en est assuré. Nous te poursuivrons en justice. Nous te prendrons tout. Vous perdrez. J'ai gardé ma voix stable. Professionnelle. Et ce sera public. Chaque dossier, chaque déposition, chaque pièce à conviction fera partie du dossier judiciaire. Tu veux vraiment ça? Silence. Tu as détruit la carrière de Raphaël, a-t-elle dit finalement. Les investisseurs partent. Les partenaires commerciaux coupent les liens. Tout ça parce que tu as décidé d'étaler les affaires de famille au monde entier. Non, maman. Raphaël a détruit sa carrière quand il a essayé de voler mon travail. J'ai juste fait en sorte que les gens connaissent la vérité. La vérité? Elle a ri amèrement. La vérité, c'est que tu as toujours été jalouse de Raphaël. Tu ne supportais pas qu'il ait du succès, qu'il soit respecté, que les gens l'aiment vraiment. La vérité, ai-je coupé, c'est que tu as passé ma vie entière à me faire sentir que je ne comptais pas, que mon travail n'était pas réel, que j'étais un inconvénient. Et quand j'ai enfin construit quelque chose qui ne pouvait pas être ignoré, vous avez essayé de me l'enlever. Tu délires. J'ai des horodatages, maman. Des brevets, des emails, des enregistrements. La vérité n'est pas un sentiment. C'est de la documentation. Un autre silence. Puis, tu ne fais plus partie de cette famille. Quelque chose dans ma poitrine s'est desserré. Soulagement, deuil, liberté. Je ne fais plus partie de cette famille depuis des années, ai-je dit doucement. Vous vous en êtes assuré. J'ai raccroché. Le téléphone a sonné à nouveau immédiatement. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a fait décrocher. Mademoiselle Delacroix, ici David Park des Échos. Avez-vous un moment? Un journaliste? Bien sûr. Je suis au courant de l'article que vous avez publié, ai-je dit prudemment. Nous avons vu une déclaration des industries de la Croix. Ils nient vos allégations. Ils prétendent que vous êtes mécontente et cherchez de l'attention. Voulez-vous répondre? J'ai marché jusqu'à ma fenêtre, regardé les feux d'artifice qui éclataient encore au-dessus de Paris. Des inconnus célébraient tandis que ma famille implosait à 20 minutes de là. Je maintiens tout ce qui est dans l'article de Forbes, ai-je dit. J'ai de la documentation que n'importe quelle partie indépendante peut vérifier. Dépôt de brevet de mars 2022. Chaîne de mai montrant la chronologie des événements.
Témoignage d'expert du docteur Valérie Moreau de Polytechnique. Analyse juridique d'un avocat en propriété intellectuelle. Si les industries de la Croix veulent contester les faits, ils sont les bienvenus pour essayer. Votre frère prétend que les similitudes entre ses présentations et votre brevet sont fortuites. Que répondez-vous? Mon brevet a été déposé 4 mois avant sa première présentation aux investisseurs. La structure, la terminologie et l'architecture sont identiques. La coïncidence n'explique pas ça. La copie, si. Il y a des spéculations selon lesquelles cette révélation affectera le financement et les partenariats des industries de la Croix. Un commentaire? J'ai fait une pause, pensez aux employés là-bas, des gens qui n'avaient rien à voir avec les décisions de Raphaël. Mon but n'était pas de nuire à l'entreprise. C'était de protéger mon travail. Mais les actions ont des conséquences. Si les investisseurs choisissent de partir à cause de préoccupations éthiques, c'est leur droit. Une dernière question. Regrettez-vous d'avoir rendu cela public? Non, ai-je dit. Je regrette que cela ait été nécessaire. J'ai raccroché et ouvert Twitter. Neurotech était en tendance. Numéro 3 en France. Les commentaires affluaient. C'est pourquoi les femmes dans la tech doivent tout documenter. Son frère pensait vraiment pouvoir voler son travail et s'en tirer. Les industries de la Croix sont finies. Personne ne veut travailler avec des voleurs de pays. Mais aussi, elle a détruit sa famille pour de l'argent. C'est dégoûtant. Et, les problèmes de famille devraient rester privés. C'est juste vindicatif. J'ai fermé l'application. Laissons-les penser ce qu'ils veulent. La vérité était sortie. C'était suffisant. Je n'ai pas dormi. À 6 heures du matin le 1er janvier 2025, j'ai renoncé à essayer. J'ai fait du café, ouvert mon ordinateur portable et fixé l'avalanche. 247 appels manqués, 512 emails, des milliers de notifications Twitter. J'ai commencé à lire. De Dr Moreau, Manon, tu as été si courageuse. Je suis fier de toi. Appelle-moi quand tu seras prête. De Maître Dubois, les avocats des industries de la Croix m'ont contacté à 2 heures du matin. Ils menacent de poursuites pour diffamation et violation de NDA. Je leur ai déjà envoyé notre analyse juridique. Ils n'ont pas de dossier. Vous êtes complètement protégés. De l'un de mes cofondateurs, putain Manon. BFM Business veut nous interviewer. Bloomberg aussi. Qu'est-ce qu'on dit? De l'association des anciens de l'X, nous aimerions vous présenter dans notre prochaine newsletter comme exemple de protection de la propriété intellectuelle et d'affirmation de soi. Mais il y en avait d'autres aussi. Un cousin éloigné, comment as-tu pu faire ça à ta famille? As-tu une idée de ce que tu as fait à ta mère? Un vieil ami de la famille, je connais les Delacroix depuis 30 ans. Ce sont des gens bien. Tu détruis leur réputation pour attirer l'attention. Quelqu'un que je ne connaissais même pas, tu es une honte. La famille est censée passer en premier. Je les ai tous lus. Je les ai laissés me submerger. Puis j'ai rouvert les positifs. D'une femme que je n'avais jamais rencontrée, je suis ingénieur logiciel. Mon ancien patron s'est attribué le mérite de mon code pendant 2 ans. Je suis restée silencieuse parce que j'avais peur. Lire ton histoire m'a donné le courage de déposer une plainte formelle. Merci. D'un autre, je cache ma start-up à ma famille parce qu'ils ne pensent pas que c'est un vrai travail. Après avoir lu sur toi, je la rends publique. Tu m'as donné la permission d'exister. D'un autre, mon père m'a dit que je ne serais jamais aussi brillante que mon frère. Je lui envoie l'article de Forbes. Je me suis rassise, submergée, épuisée, mais pour la première fois depuis des années, peut-être de toute ma vie, je me suis senti vue. Pas par ma famille, mais par les milliers de personnes qui comprenaient exactement ce que j'avais traversé. Je n'étais plus seul. À 10 heures, Raphaël a tenu une conférence de presse. Je l'ai regardé en direct sur YouTube, mon ordinateur portable posé sur mon comptoir de cuisine, le café refroidissant dans ma main. Il se tenait à un podium dans la salle de conférence des industries de la Croix, la même pièce où il avait présenté mes idées comme les siennes. Derrière lui, le logo de l'entreprise, les flashs des appareils photo, les journalistes entassés dans l'espace. Il avait l'air terrible. Costume froissé, pas de cravate, yeux cernés de rouge. Merci à tous d'être venus, a-t-il commencé, la voix rauque.
Je veux répondre aux allégations faites par ma sœur, Manon Delacroix, dans l'article de Forbes de ce matin. Il s'est raclé la gorge, a lu des notes préparées. Ma sœur traverse une période très difficile. Nous l'aimons. Nous l'avons toujours soutenue, mais ces allégations sont sans fondement et blessantes. Les industries Delacroix ont toujours respecté le droit de la propriété intellectuelle. Nous n'avons jamais volé le travail de personne. Une journaliste a levé la main. Pouvez-vous expliquer la divergence de chronologie? Son brevet a été déposé en mars 2022. Votre première présentation aux investisseurs utilisant une technologie similaire était en juillet 2022. Comment expliquez-vous cela? Raphaël a bougé, mal à l'aise. Beaucoup de gens travaillent sur des idées similaires simultanément. L'industrie tech est. C'est collaboratif. Les idées se chevauchent. Mais l'article de Forbes inclut des emails où vous lui demandiez spécifiquement l'algorithme qu'elle a écrit. Nous avons besoin du cadre complet de l'IA de diagnostic. Comment est-ce un chevauchement? Ces emails sont sortis de leur contexte. Quel contexte fait que nous avons besoin de votre algorithme signifie autre chose qu'une demande pour son travail propriétaire? Le visage de Raphaël a rougi. J'essayais de collaborer avec ma sœur pour la faire entrer dans l'entreprise familiale. Elle l'interprète comme. Elle a aussi publié un enregistrement d'une réunion de juin 2024 où vous menaciez de poursuites judiciaires si elle continuait son travail indépendant. Pouvez-vous commenter cela? Cet enregistrement a été fait à mon insu. La jurisprudence française admet parfois ce type de preuve pour la défense. Mais qu'en est-il du contenu? L'avez-vous menacé? Raphaël a agrippé le podium. Cette conférence de presse est terminée. Il est sorti. Les caméras ont continué de tourner. En 2 heures, l'extrait était viral. Reddit, Twitter, TikTok. Un PDG pète les plombs quand on l'interroge sur le vol de pays. Regardez ce mec de la tech essayer d'expliquer l'évidence. Mon téléphone a vibré. SMS de Dr Moreau, il s'est enterré tout seul. Tu n'avais même pas besoin d'être là. Elle avait raison. Je n'avais pas besoin de le détruire. Il l'a fait lui-même au moment où il a menti devant la caméra. À 16 heures, les industries Delacroix ont publié une déclaration. Je l'ai lu sur mon téléphone, assise sur mon canapé, toujours dans les mêmes vêtements que la veille. Le conseil d'administration des industries Delacroix a voté la suspension du PDG Raphaël Delacroix en attendant une enquête indépendante sur les récentes allégations concernant les pratiques de propriété intellectuelle. Le conseil prend ses affaires au sérieux et s'engage à respecter les normes éthiques les plus élevées. Un cabinet externe a été retenu pour mener un examen approfondi. La déclaration était signée par le président du conseil, pas mon père, pas ma mère, quelqu'un d'indépendant. Je me suis rassise, laissant l'information pénétrer. Raphaël était suspendu, pas viré, pas encore, mais écarté du pouvoir. Mon téléphone a vibré. Un email de quelqu'un que je ne connaissais pas, un membre du conseil que je n'avais jamais rencontré. Mademoiselle Delacroix, au nom du conseil, je tiens à exprimer nos regrets pour tout préjudice causé par les actions de la direction des industries Delacroix. Nous nous engageons à une enquête transparente et agirons selon ses conclusions. Si vous y êtes disposé, nous apprécierions l'opportunité de vous rencontrer avec votre conseil juridique pour comprendre toute l'étendue de ce qui s'est passé. J. Les transférer à Maître Dubois. Il a appelé 5 minutes plus tard. C'est bon, Manon. Ça veut dire qu'ils prennent ça au sérieux. Ils protègent l'entreprise de la responsabilité en se distançant de Raphaël. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ils enquêtent, interrogent des témoins, examinent des documents, évaluent si Raphaël a violé la politique de l'entreprise ou ses devoirs fiduciaires. S'ils déterminent qu'il a agi de manière inappropriée, ce qui semble probable vu les preuves, ils auront des motifs pour le licencier. Et s'ils ne le font pas, alors les investisseurs le feront pour eux. Je vois des rapports indiquant que les principales parties prenantes demandent déjà son retrait. Le conseil sait que s'ils n'agissent pas, la réputation de l'entreprise est finie. J'ai raccroché et ouvert Twitter à nouveau. Un journaliste économique avait posté « Des sources me disent que 2 investisseurs majeurs des industries Delacroix ont déjà retiré leur soutien. D'autres devraient suivre. La carrière de Raphaël Delacroix pourrait être terminée. Je ne me sentais pas triomphante. Je me sentais vide, comme si j'avais gagné quelque chose pour lequel je n'avais jamais voulu me battre en premier lieu. Matin du 2 janvier, mon père a appelé.
J'ai fixé son nom sur mon écran pendant 3 sonneries avant de répondre. Manon. Sa voix semblait vieille, fatiguée. On peut parler? On parle. Je veux dire, vraiment parler. Pas comme ça. Il a pris une inspiration tremblante. Je te dois des excuses. Je n'ai rien dit. J'ai attendu. Je savais, a-t-il dit finalement. Je savais que quelque chose n'allait pas avec les présentations de Raphaël. Je savais que la technologie n'était pas la sienne. Je soupçonnais que c'était la tienne. Et je n'ai rien dit. Pourquoi? Parce que je suis un lâche. Sa voix s'est brisée. Parce que ta mère était si fière de Raphaël. Parce que l'entreprise était en difficulté et je pensais. Je pensais que si nous passions juste ce trimestre, si nous clôturions juste ce tour de table, tout s'arrangerait. Je me suis dit que tu comprendrais, que tu irais bien. Je n'allais pas bien, papa. Je sais. Mon Dieu, Manon, je sais. Je t'ai laissé être effacé. Je les ai laissés te pousser dehors. J'ai laissé ta mère te désinviter de Noël et du Nouvel An. Et il s'est interrompu. Quand il a parlé à nouveau, il pleurait. Tu es ma fille. J'aurais dû te protéger. J'aurais dû te défendre. J'ai été faible et je t'ai laissé tomber et je suis tellement désolé. J'ai fermé les yeux, senti des larmes sur mon propre visage. Des excuses n'effacent pas tout, ai-je dit doucement. Ça ne me rend pas les années passées à penser que je n'étais pas assez bien, que j'étais le problème. Je sais que non, mais j'avais besoin que tu l'entendes. Je suis fier de toi, Manon. J'ai toujours été fier de toi. J'ai juste. Je ne savais pas comment le dire. Je ne savais pas comment aller contre ta mère, contre Raphaël, contre tout le monde sauf moi. Silence. Puis, oui. Je ne sais pas si je peux encore te pardonner, ai-je dit. Mais je suis contente que tu aies appelé. C'est plus que ce que je mérite, a-t-il dit. Si jamais tu veux parler, vraiment parler, je suis là. Je ferai mieux. Je le promets. Je le croirai quand je le verrai, papa. C'est juste. Nous avons raccroché. Je me suis assise sur mon canapé et j'ai pleuré, pas parce que j'étais triste, mais parce que quelque chose que je portais depuis des années s'était enfin légèrement desserré. 3 janvier, un message LinkedIn de quelqu'un que je n'avais jamais rencontré. Mademoiselle Delacroix, je m'appelle Marc Vianney. Je suis associé chez Riverside Capital. En 2023, votre frère Raphaël Delacroix a approché notre cabinet avec un pitch pour ce qu'il a appelé un outil de diagnostic IA exclusif développé en interne aux industries Delacroix. Nous avons passé notre tour sur l'investissement parce que la technologie ne s'alignait pas avec leur cœur de métier. Après avoir lu l'article de Forbes, j'ai réalisé. Je pense que c'était votre algorithme. Il avait joint un PDF. C'est le pitch deck que Raphaël nous a envoyé. J'ai pensé que vous devriez le voir. Je l'ai ouvert. Logo des industries Delacroix sur la couverture. Plateforme de détection précoce de maladies par IA révolutionnaire. Daté d'août 2023. J'ai fait défiler jusqu'à la diapositive 3, cadre technologique central. C'était mon algorithme. Pas similaire, pas inspiré par. Identique. L'architecture de réseau neuronal que j'avais passé 2 ans à développer, le pipeline de traitement de données que j'avais conçu. Même la terminologie spécifique, nœud d'analyse filée, une phrase que j'avais inventée dans ma thèse, il l'avait copiée en bloc et essayé de la vendre. Mes mains tremblaient alors que je transférais l'email à Maître Dubois. Il a appelé immédiatement. C'est énorme, Manon. Ce n'est pas juste une tentative de vol pour usage interne. Il essayait de tirer profit de ta pays auprès de tiers. C'est de l'escroquerie. Qu'est-ce que je fais avec ça? Tu veux porter plainte? J'ai réfléchi. À Raphaël déjà suspendu, faisant déjà face à la ruine professionnelle, aux charges criminelles, au procès, à la publicité. Non, ai-je dit. Mais je veux que Forbes l'ait. Je veux que ce soit public. Je veux que tout le monde voit exactement ce qu'il a fait. Je vais leur envoyer. L'article a été mis en ligne cet après-midi-là. De nouvelles preuves suggèrent que Raphaël Delacroix a tenté de vendre la propriété intellectuelle de sa sœur à des investisseurs extérieurs. Le pitch deck était intégré dans l'article.
Comparaison côte à côte avec mon dépôt de brevet. Analyse d'experts d'avocats en propriété intellectuelle. La section des commentaires a explosé. Ce n'est pas une dispute familiale. C'est du vol. Il n'a pas juste essayé de revendiquer son travail, il a essayé de le vendre. Comment n'est-il pas en prison? J'ai fermé mon ordinateur portable. Je n'avais pas besoin d'en lire plus. La vérité faisait le travail que je ne pouvais pas faire. Le 4 janvier, les retombées ont atteint une masse critique. L'AP-HP annule un contrat de 15 millions d'euros avec les industries de la Croix sur fond de scandale éthique. J'ai lu le titre 3 fois. La déclaration de l'AP-HP était clinique, professionnelle. À la lumière des récentes allégations concernant les pratiques de propriété intellectuelle aux industries de la Croix, l'assistance publique, Hôpitaux de Paris a choisi de résilier notre partenariat avec effet immédiat. Nous ne pouvons en toute conscience travailler avec une entreprise sous enquête pour violations éthiques. Nous restons engagés envers des partenariats fondés sur l'intégrité et la confiance. 15 millions partis en fumée. J'ai fait défiler les nouvelles économiques. L'action des industries de la Croix, ils étaient entrés en bourse il y a 5 ans, avait chuté de 28% en 3 jours. Les analystes appelaient ça une perte catastrophique de confiance des investisseurs. Les employés postaient sur Glassdoor. Tout le monde est terrifié. Nous ne savons pas si l'entreprise survivra à cela. Un email a atterri dans ma boîte de réception. De quelqu'un avec une adresse email Industrie de la Croix. Objet, s'il vous plaît. Mademoiselle de la Croix, je suis chef de projet chez ID. Je travaille ici depuis 8 ans. J'ai 2 enfants. J'ai peur de perdre mon emploi à cause de ce que votre frère a fait. Je sais que vous avez parfaitement le droit d'être en colère, mais beaucoup d'entre nous n'ont rien à voir avec ça. Nous essayons juste de gagner notre vie. S'il vous plaît, s'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour aider l'entreprise à survivre à cela, s'il vous plaît considérez-le. J'ai fixé l'email pendant 20 minutes. Ces gens, ingénieurs, administrateurs, vendeurs, ils ne m'avaient pas volé. Ils ne m'avaient pas effacé. Ils étaient des dommages collatéraux dans une guerre qu'ils n'avaient pas commencée. Je me sentais malade. J'ai appelé Étienne. L'entreprise fait une hémorragie. Les employés sont terrifiés. Qu'est-ce que je fais? Manon, tu n'as pas causé ça. Raphaël l'a fait. Mais tu as dit la vérité. Si la vérité détruit quelque chose, c'est que cette chose était déjà brisée. Tu n'es pas responsable de la réparer. Je voulais le croire. Mais tard cette nuit-là, seul dans mon appartement, je ne pouvais m'empêcher de penser à ces employés, à leurs familles, aux dégâts s'étendant bien au-delà des gens qui le méritaient. Je ne voulais pas que des innocents souffrent. Mais je ne pouvais pas non plus laisser la culpabilité me réduire au silence à nouveau. 5 janvier, un email de ma mère. Manon, nous devons nous voir face à face, s'il te plaît. Je ne voulais pas, mais quelque chose, peut-être de la curiosité, peut-être une once d'espoir, m'a fait accepter. Nous nous sommes rencontrés au café de Flore à Saint-Germain-des-Prés. Public, neutre, sûr. Elle est arrivée dans un manteau Burberry noir, lunettes de soleil même si le ciel était couvert, talons claquants sur le carrelage. Elle paraissait plus mince, plus vieille. Elle s'est assise en face de moi. N'a rien commandé. Manon. Elle a enlevé ses lunettes de soleil. Ses yeux étaient cernés de rouge. J'admets que Raphaël a fait des erreurs. Un mauvais jugement. Mais ce que tu as fait est en train de détruire l'entreprise familiale. Des employés perdent leur emploi. Ton père il ne va pas bien. Le stress. Maman, pourquoi suis-je ici? Elle s'est penchée en avant. Qu'est-ce que tu veux? De l'argent? Un poste chez Neurotech pour Raphaël? Un siège au Conseil des industries de la Croix? Nomme ton prix et finissons en. Je l'ai fixé. Tu penses que j'ai fait ça pour l'argent alors? Quoi? La vengeance? L'attention? Tu as prouvé ton point, Manon. Tu as montré à tout le monde que tu as réussi. Maintenant, avançons. Avancez. Géry, vide. Tu veux que je publie une rétractation? Une clarification. Dire que la situation était plus compliquée que l'article ne le suggérait. Que la dynamique familiale a été mal comprise. Que Raphaël et moi nous sommes réconciliés.
Nous ne nous sommes pas réconciliés. Alors fais semblant. Sa voix s'est durcie. Tu comprends ce que tu nous fais? À l'héritage de ton père? À toi. J'ai croisé son regard. Tu t'inquiètes pour ta réputation, pour ce que tes amis du club disent. Ne sois pas puéril. Je ne suis pas puéril. Je suis clair. Je ne rétracterai pas la vérité. Je ne ferai pas semblant que ce n'est pas arrivé. Je ne disparaîtrai pas pour vous mettre à l'aise. Alors tu es prête à nous détruire? Non, maman. Je suis prête à me protéger. Si cela vous détruit, peut-être devrais-tu te demander pourquoi me protéger n'a jamais été une priorité. Elle s'est levée, a remis ses lunettes de soleil. Tu le regretteras. Je le regrette déjà, ai-je dit doucement. Je regrette que cela ait été nécessaire. Elle est sortie sans un autre mot. Je suis resté seul, café intouché, et j'ai senti quelque chose se déposer dans ma poitrine. Je n'allais pas les sauver. Ils devaient se sauver eux-mêmes. 6 janvier, un email qui a tout changé. Chère mademoiselle Delacroix, au nom du sommet des femmes dans la tech, nous aimerions vous inviter à être notre conférencière principale lors de notre gala annuel le 15 février 2025 à Paris. Votre histoire. Défendre votre propriété intellectuelle, refuser d'être réduite au silence, construire une entreprise d'1 milliard d'euros contre des obstacles personnels extraordinaires. Est exactement ce que notre communauté a besoin d'entendre. Nous avons 1200 participants inscrits, y compris des étudiants, des professionnels et des leaders de l'industrie. Nous serions honorés si vous partagiez votre expérience. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai appelé Dr Moreau. Ils veulent que je parle à un gala devant 1200 personnes. C'est merveilleux, Manon. Je ne veux pas être définie par un drame familial. Je ne veux pas être la femme dont le frère a volé le travail. Je veux être connue pour mon algorithme, pour mon entreprise, pour... Manon. Sa voix était douce. Tu n'es pas définie par le drame. Tu es définie par ce que tu as construit, et par le refus de laisser quiconque te le prendre. C'est ça l'histoire. Mais combien de femmes penses-tu être assises sur leur travail en ce moment parce qu'elles ont peur? Parce que leur famille leur a dit que ça ne comptait pas, parce qu'elles ne veulent pas mettre les gens mal à l'aise. Elle a fait une pause. Tu ne racontes pas juste ton histoire. Tu leur donnes la permission de raconter la leur. J'ai pensé aux emails que j'avais reçus, des centaines, des femmes qui disaient que je leur avais donné du courage. D'accord, ai-je dit. Je vais le faire. J'ai commencé à écrire le discours ce soir-là. Pas sur la vengeance, pas sur le dysfonctionnement familial. Sur les limites, sur la documentation, sur la différence entre maintenir la paix et protéger son intégrité. Sur ce qu'il en coûte de disparaître et ce qu'il faut pour refuser. J'ai écrit jusqu'à 3 heures du matin, effaçant et réécrivant, essayant de trouver des mots qui étaient honnêtes sans être amers. Au moment où j'ai fini, j'avais un brouillon. Pas parfait, mais vrai. Et la vérité, j'apprenais, était la seule chose qui comptait. 10 janvier, un SMS de Raphaël. Manon, on peut parler? Pas en tant que PDG et fondatrice, en tant que frère et sœur. J'ai fixé le message pendant 2 jours. Le 12 janvier, je l'ai rappelé. Manon, il avait l'air épuisé. Merci de. Je ne pensais pas que tu appellerais. Qu'est-ce que tu veux, Raphaël? Je voulais dire. Il a pris une inspiration tremblante. Je suis désolé. Je n'avais pas réalisé à quel point je t'avais blessé. J'étais tellement concentré sur le fait de sauver l'entreprise, de prouver que je pouvais la diriger, que je n'ai pas pensé à ce que je te prenais. Tu n'as pas réalisé ou tu ne t'en souciais pas? Long silence. Les deux, peut-être. Je ne sais pas. J'ai juste. Je pensais que j'aidais. Te faire entrer dans l'entreprise familiale. Faire de ton travail une partie de quelque chose de plus grand. C'était déjà une partie de quelque chose de plus grand. Mon entreprise, ma vision. Tu as essayé d'effacer ça. Je sais, sa voix s'est brisée. Et je ne sais pas comment réparer ça. Tu ne peux pas réparer ça avec une seule conversation, ai-je dit. Mais si tu veux commencer, vraiment commencer, tu peux publier une déclaration publique. Reconnais ce que tu as fait. Pas parce que les avocats te l'ont dit, pas parce que le conseil l'a exigé, parce que c'est la vérité.
Si je fais ça, le conseil me virera définitivement. Alors tu as un choix à faire. Manon, s'il te plaît. Tu as dit aux investisseurs que mon travail était le tien. Tu as essayé de vendre mon algorithme à des firmes extérieures. Tu m'as menacé quand j'ai refusé de le céder. Ce ne sont pas des malentendus, Raphaël. Ce sont des choix. Et si tu veux une chance de rédemption, tu dois les assumer. Tu me demandes de mettre fin à ma carrière. Je te demande de dire la vérité. Ce que tu fais avec ça dépend de toi. Il est resté silencieux pendant un long moment. Puis, je dois réfléchir. Prends ton temps, ai-je dit. Je ne vais nulle part. Nous avons raccroché. Je ne savais pas s'il le ferait. Je ne savais même pas s'il le pouvait. Mais je lui avais donné la feuille de route. Qu'il la prenne n'était plus de ma responsabilité. 15 janvier, Raphaël a posté une déclaration sur LinkedIn et Twitter. Je l'ai vu à 9h, assise dans un café du Marais essayant de travailler sur les projections du premier trimestre pour Neurotech. Je dois des excuses publiques à ma sœur Manon Delacroix. Au cours des 3 dernières années, j'ai tenté de m'attribuer le mérite d'un travail qui était entièrement le sien. J'ai présenté son algorithme aux investisseurs comme s'il avait été développé par les industries Delacroix. Je l'ai pressé de céder sa propriété intellectuelle. Quand elle a refusé, je l'ai menacé de poursuites judiciaires. J'avais tort. Manon a développé la technologie centrale de Neurotech indépendamment, a déposé des brevets en son propre nom, et a construit une entreprise à partir de zéro. Alors que j'essayais de le lui prendre, j'ai violé sa confiance. Je l'ai endommagé professionnellement et personnellement. Et j'ai justifié cela en me disant que je protégeais l'entreprise familiale. C'était un mensonge. Je protégeais mon ego. Je démissionne de tous mes rôles aux industries Delacroix pour permettre une enquête indépendante. J'espère avec le temps regagner la confiance, pas par des mots, mais par des actions. Mais d'abord, j'avais besoin de dire ceci. Manon, je suis désolé. Tu méritais mieux. Tu méritais du soutien, de la reconnaissance et du respect. Au lieu de cela, je t'ai donné la trahison. J'espère que tu pourras me pardonner un jour. Mais je comprends si tu ne peux pas, je l'ai lu 3 fois. Les commentaires ont afflué. Ça a demandé du courage, respect. Trop peu, trop tard. Il s'est seulement excusé parce qu'il s'est fait prendre. Les excuses n'effacent pas le vol. Au moins il l'a admis. La plupart des gens ne le font jamais. Je ne savais pas ce que je ressentais. Pas de la vindicte exactement. Pas de la satisfaction. Du soulagement, peut-être, qu'il ait enfin dit la vérité, mais aussi du vide. Parce que des excuses ne pouvaient pas me rendre les années passées à croire que j'étais le problème. J'ai appelé Dr Moreau. Il s'est excusé, ai-je dit. Publiquement. Comment te sens-tu? Je ne sais pas. Ça ne répare rien, mais... Mais c'est la première fois qu'il reconnaît ta réalité, a-t-elle dit doucement. Et ça compte. Ouais, ai-je dit. Ça compte. 20 janvier. Les industries Delacroix ont publié une autre déclaration. Le conseil d'administration annonce que Richard Delacroix, fondateur de l'entreprise, reviendra en tant que PDG par intérim tandis que l'organisation subit une restructuration complète. Raphaël Delacroix a démissionné de toutes ses positions avec effet immédiat. Les industries Delacroix s'engagent à restaurer la confiance par la transparence, le leadership éthique et un examen approfondi de nos pratiques de propriété intellectuelle. Nous avons retenu un cabinet de conseil indépendant pour auditer nos processus et mettre en œuvre des garanties plus fortes. Nous reconnaissons que les événements récents ont endommagé notre réputation et nos relations. Nous prenons l'entière responsabilité et nous nous engageons à un changement significatif. C'était signé par mon père. Il m'a appelé cet après-midi-là. Manon, je voulais que tu entendes ça de moi. Je suis de retour temporairement, juste jusqu'à ce que nous stabilisions les choses. Tu vas bien, papa? C'est beaucoup de stress pour toi. Je vais bien. Et je dois ça à l'entreprise, aux employés, il a fait une pause. À toi. J'ai laissé les choses s'effondrer. Je vais les réparer. C'est quoi le plan? Revue éthique complète, nouvelle politique sur l'API, sur le crédit, sur la collaboration, rapport de transparence. Nous faisons aussi venir un consultant en diversité et inclusion pour évaluer notre culture.
S'assurer que ce qui t'est arrivé n'arrive à personne d'autre. C'est bien, ai-je dit doucement. Manon, je sais que je ne peux pas défaire ce qui s'est passé, mais j'essaie. J'essaie vraiment. Je sais, papa. Est-ce que tu... Il a hésité. Est-ce que tu envisagerais de faire du consulting pour nous? Pas sur la technologie. Sur la politique. Sur comment construire une culture où des gens comme toi, des gens brillants, innovants, se sentent valorisés au lieu d'être effacés. J'ai réfléchi, à l'idée de retourner dans cet immeuble, d'aider l'entreprise qui avait essayé de m'effacer. Peut-être, ai-je dit. Un jour. Mais pas encore. C'est juste. Les portes sont ouvertes quand tu seras prête. Nous avons raccroché. Je ne savais pas si je serais jamais prête, mais j'ai apprécié qu'ils demandent et qu'ils ne me mettent pas la pression quand j'ai dit non. 15 février 2025, Centre de congrès de Paris. Je me tenais en coulisses au gala des femmes dans la tech, écoutant 1200 personnes s'installer dans leur siège. Le lieu était immense, scène avec éclairage professionnel, écran de chaque côté montrant le logo de l'événement, table disposée en rangée nette. Docteur Moreau m'a trouvé dans la loge. Prête? Non. J'ai lissé ma robe. Une robe fourreau noir simple. Rien de voyant. Et si je fige? Tu ne le feras pas. Tu racontes ton histoire. C'est tout. La voix du maître de cérémonie a résonné dans l'espace. Veuillez accueillir notre conférencière principale, Manon Delacroix, fondatrice et PDG de Neurotech. Applaudissements. J'ai marché sur scène. Les lumières étaient vives. Je ne pouvais pas voir les visages, juste des silhouettes. 1200 femmes me regardant. J'ai pris une inspiration, commencé. Pendant la majeure partie de ma vie, on m'a dit que je mettais les gens mal à l'aise. J'étais trop calme, trop concentrée, trop différente. Je ne rentrais pas dans le moule de ce que ma famille voulait. Alors, j'ai cru que le problème, c'était moi. Silence. Elles écoutaient. J'ai passé des années à essayer de rétrécir, d'être moins, d'essayer de rendre mon travail plus petit pour que les autres ne se sentent pas menacés par lui. Et quand ma famille a essayé d'effacer mon travail entièrement, je les ai presque laissés faire parce que j'avais plus peur du conflit que de disparaître. J'ai fait une pause, regardé les formes dans l'obscurité. Mais ensuite j'ai réalisé quelque chose. Je n'étais pas mal à l'aise. J'étais juste entouré de gens qui ne pouvaient pas voir ma valeur. Les applaudissements ont commencé, dispersés au début, puis plus forts. Quand ma famille a essayé de prendre mon travail, j'avais deux choix. Rester silencieuse pour maintenir la paix ou parler pour garder mon intégrité. J'ai choisi l'intégrité. Pas parce que je voulais blesser qui que ce soit, mais parce que j'ai refusé de disparaître. Les applaudissements ont grandi. Certaines personnes se sont levées. À chaque femme ici à qui on a dit de rétrécir, d'être plus calme, de prendre moins de place, votre travail compte, votre voix compte, et personne, pas même la famille, n'a le droit de vous prendre ça. Ovation debout, toute la salle sur ses pieds. Je les ai regardées, des femmes qui comprenaient, qui avaient été là, qui s'étaient choisies elles-mêmes, même quand ça leur coûtait tout. Et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Je me sentais libre. Après le gala, je suis rentré à mon appartement et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Les messages avaient commencé pendant le discours. Au moment où je suis arrivé chez moi, il y en avait des centaines. Ton histoire m'a donné le courage de signaler mon patron pour s'être attribué le mérite de ma recherche. J'ai déposé une plainte formelle aujourd'hui. Merci. Je cache ma start-up à ma famille depuis 2 ans parce qu'ils ne pensent pas que c'est un vrai travail. Je lance publiquement la semaine prochaine. Tu m'as donné la permission. Mon père m'a dit que je ne serais jamais aussi brillante que mon frère. Je lui envoie l'article de Forbes et ton discours. J'ai fini de rétrécir. J'ai quitté un travail toxique à cause de toi. J'ai tout documenté comme tu l'as dit. Ils ont essayé de prétendre que j'avais violé mon NDA. Mon avocat a prouvé qu'ils avaient tort. Je suis libre maintenant. J'ai 19 ans. Je viens de déclarer ma majeure en informatique. Mes parents voulaient que je fasse quelque chose de pratique. Je fais ça quand même parce que tu m'as montré que je pouvais. J'ai lu chaque message, chacun d'eux. Certains m'ont fait pleurer, certains m'ont fait rire.
Tous m'ont fait réaliser que je ne racontais pas juste mon histoire. Je faisais partie de quelque chose de plus grand. Un mouvement de femmes qui refusaient de disparaître. J'ai répondu à autant que je pouvais. Documentez tout. Protégez votre travail. Ne laissez personne vous faire croire que vous êtes le problème. Fixez des limites. Ce n'est pas égoïste. C'est de la survie. Votre voix compte. Utilisez-la. Tard cette nuit-là, Dr Moreau a envoyé un SMS, « Tu as bien fait, Manon. Vraiment bien. » J'ai regardé autour de mon petit appartement, plus solitaire, juste le mien, et j'ai répondu. Mars 2025, j'ai déménagé à San Francisco. Pas parce que je fuyais, mais parce que je courais vers quelque chose. Le bureau principal de Neurotech était dans le quartier de Mission, un espace ouvert lumineux avec des tableaux blancs sur chaque mur et une équipe qui valorisait réellement la collaboration plutôt que la hiérarchie. Je voulais être proche de ça, proche du travail qui m'avait sauvé. J'ai trouvé un petit appartement près de Dolores Park. Une chambre, des baies vitrées, du vieux parquet. Rien de chic mais à moi. J'ai passé un week-end à déballer, installer mon bureau, mon ordinateur portable, mon écran, le certificat de brevet encadré que Maître Dubois m'avait donné, accrochant des photos, Dr Moreau et moi à ma remise de diplôme à Polytechnique, mes cofondateurs à la célébration de l'IPO, une photo prise sur le vif au gala des femmes dans la tech. Pas de photo de ma famille. Pas encore. Peut-être jamais, mais je ne me sentais pas coupable à ce sujet. Le dimanche soir, j'ai appelé mon père. Papa, je suis à San Francisco maintenant. J'ai déménagé ce week-end. San Francisco? Il avait l'air nostalgique. C'est loin. C'est là où est l'entreprise. Je sais. J'espérais juste que tu pourrais revenir à Paris éventuellement. Peut-être un jour, ai-je dit. Mais pas encore. C'est juste, Manon. Si je veux venir te voir, est-ce que ce serait d'accord? Pas maintenant. Je sais que tu as besoin d'espace, mais un jour. J'ai réfléchi, à mon père. Imparfait et passif, mais essayant. Appelle-moi d'abord, ai-je dit. Ne débarque pas juste comme ça. Et papa, j'ai besoin que tu comprennes. Si tu viens, c'est parce que tu veux me connaître, pas parce que tu essaies de réparer la famille. Je veux te connaître, a-t-il dit doucement. J'aurais dû vouloir ça il y a longtemps. Ouais, ai-je dit. Tu aurais dû. J'appellerai avant de venir. Je le promets. Nous avons raccroché. Je me suis tenu à ma fenêtre regardant le parc, les lumières de la ville, la vie que je construisais à partir de zéro. Et pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'impression de m'appartenir. Juin 2025, Neurotech a annoncé un partenariat qui a tout changé. Nous avons tenu une conférence de presse à notre bureau de San Francisco. Petite, intime, juste notre équipe et une poignée de journalistes. Je me tenais devant avec mes cofondateurs, notre directeur technique affichant la présentation sur l'écran derrière nous. Aujourd'hui, Neurotech est fier d'annoncer un partenariat avec l'hôpital Johns Hopkins. Nous avons signé un contrat de 50 millions de dollars pour mettre en œuvre notre plateforme de diagnostic par IA à travers leur réseau médical. Cette technologie améliorera la détection précoce du cancer du pancréas, des maladies pulmonaires et des conditions neurologiques, des maladies qui passent souvent inaperçues jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Les journalistes ont commencé à taper. Les appareils photo ont flashé. L'une d'elles a levé la main. Mademoiselle Delacroix, c'est un jalon majeur. Qu'est-ce que ça fait de voir votre travail enfin reconnu à cette échelle? J'ai pensé à cette question, aux 3 années passées à protéger cet algorithme, à la famille qui a essayé de le prendre, à la nuit où je suis resté seul dans mon appartement pendant qu'il célébrait sans moi. Ça ressemble à de la justice, ai-je dit. Pas de la vengeance, de la justice. Un autre journaliste, la valorisation de votre entreprise a presque doublé depuis l'IPO. Vous valez maintenant environ 4 milliards d'euros. Est-ce que cela justifie votre décision de rendre publique votre histoire familiale? Je ne l'ai pas rendue publique pour la justification, ai-je dit. Je l'ai rendue publique parce que rester silencieuse me coûtait mon intégrité. Le succès, l'argent, les partenariats, tout ça. Ce n'est pas pour ça que je l'ai fait. Mais cela prouve quelque chose. Quoi donc? Que les gens qui m'ont dit que mon travail ne comptait pas avaient tort.
Que j'avais raison de le protéger. Que j'avais raison de croire en lui-même quand personne d'autre ne le faisait. Après la conférence de presse, mes cofondateurs ont ouvert le champagne au bureau. À Manon, a dit l'un d'eux, levant un verre, qui a refusé de disparaître. Nous avons trinqué. J'ai regardé l'équipe autour de moi, des gens qui voyaient mon travail, qui valorisaient ma voix, qui ne m'ont jamais fait sentir une seule fois que j'étais trop ou pas assez. Ça, ai-je pensé, c'est ce pourquoi je me battais. 31 décembre 2025. Réveillon du Nouvel An, un an depuis la nuit qui a tout changé. J'étais dans mon appartement de San Francisco, mais je n'étais pas seul. Mon équipe était venue, 10 d'entre nous, entassés dans mon petit salon, se passant des assiettes de plats à emporter et se disputant sur les meilleurs films de science-fiction. À 23h30, mon téléphone a vibré. Docteur Moreau, appel vidéo depuis Paris. Je suis allé dans ma chambre, j'ai répondu. Manon, elle souriait, appartement chaleureux derrière elle. Comment vas-tu? Bien. Vraiment bien. Je suis si fier de toi cette année. Tout ce que tu as accompli. Je n'aurais pas pu le faire sans toi. Si, tu aurais pu, mais je suis contente d'avoir pu en faire partie. Elle a fait une pause. As-tu eu des nouvelles de ta famille? Mon père a envoyé un texto plus tôt. Bonne année, chérie. Je t'aime. Il vient me voir en février. Nous dînons ensemble. Juste nous deux. Et Raphaël? Rien. Je ne m'y attends pas, et ta mère? Rien. J'ai regardé par la fenêtre les lumières de la ville. Je ne pense pas qu'elle me contactera un jour, et je suis en paix avec ça. Vraiment? Ouais. J'ai passé toute ma vie à attendre son approbation. Je n'en ai plus besoin. Nous nous sommes dit au revoir. Je suis retourné dans le salon juste au moment où le compte à rebours commençait à la télé. 10. 9. 8. Mon équipe s'est jointe, criant et riant. 3. 2. 1. Des feux d'artifice ont éclaté dehors. Quelqu'un a ouvert une autre bouteille de champagne. Je me suis tenu à ma fenêtre, verre en main, et j'ai pensé à l'année dernière. À être assise seule à Paris regardant des inconnus célébrer, me sentant invisible. Je n'étais plus invisible. J'ai ouvert mon ordinateur portable, affiché un document vierge et commencé à taper. Il y a un an, j'étais seul le soir du réveillon. Ce soir, je suis entouré de gens qui me voient. Pas la version qu'ils veulent, mais la version que je suis. Guérir ne signifiait pas la réconciliation. Cela signifiait accepter que je méritais mieux et construire une vie qui reflétait cela. Je l'ai posté sur LinkedIn. En quelques minutes, les commentaires ont afflué. Merci de nous montrer à quoi ressemblent les limites. Tu as changé ma vie cette année. Je ne suis plus seul grâce à toi. J'ai souri, fermé l'ordinateur portable, rejoint mon équipe. C'était ma famille maintenant, celle que j'avais choisie. Donc, si vous êtes arrivés jusqu'ici, merci d'avoir écouté. Beaucoup de gens m'ont demandé, est-ce que tu le regrettes? Est-ce que ça valait la peine de perdre ta famille? Voici la vérité. Je n'ai pas perdu ma famille. Ils m'ont perdu quand ils ont choisi la réputation plutôt que la relation. Quand ils ont décidé que mon travail ne comptait pas. Quand ils ont essayé de m'effacer plutôt que de me célébrer. Et oui, ça en valait la peine parce que l'alternative était de disparaître. J'ai passé 29 ans à essayer de rentrer dans un cadre qui n'avait jamais été construit pour moi. À essayer d'être plus calme, plus petite, moins. À essayer de mettre les autres à l'aise au prix de ma propre existence. J'en ai fini avec ça. Vous ne devez à personne, pas même à la famille, le droit de vous effacer. Si vous êtes assis sur un travail que vous avez peur de revendiquer, documentez-le. Protégez-le. Déposez les brevets. Sauvegardez les emails. Enregistrez les réunions. Construisez une trace écrite qui parle d'elle-même. Si on vous dit que vous êtes trop ou pas assez, trouvez des gens qui vous voient. Ils sont là dehors. Je vous le promets. Et si vous devez choisir entre maintenir la paix et garder votre intégrité, choisissez l'intégrité à chaque fois. Parce que votre voix compte. Votre travail compte. Et vous méritez d'exister pleinement, bruyamment, sans excuse.